moi je vais vous parler ce soir du virus de l'hépatite E, qui est un très très jeune émergent. Donc le virus de l'hépatite E a été découvert en 1983 par un chercheur russe qui s'appelait Balayan en investiguant une épidémie d'hépatite non expliquée. À l'époque, c'était en Afghanistan. Et en pratique, pour isoler la première fois le virus, il a récupéré des selles de 8 patients, 9 patients qui avaient une hépatite inexpliquée. Donc, il a fait une suspension de ces selles qu'il a filtré, qu'il a mis dans les yaourts. Et il a avalé, il a ingéré le yaourt parce qu'en fait, il n'avait pas des conditionnements de froid pour ramener de l'Afghanistan vers Moscou, là où il travaillait, ce virus. Et donc, il l'a tué. Et ensuite, il a regardé dans ses selles à Moscou par microscopie électronique et il a vu ces particules virales et ça a été la découverte du virus de l'hépatite. Et 10 ans plus tard, ce virus a été séquencé, son génome a été séquencé pour la première fois et il s'est avéré qu'il existait dans le monde, dans la décennie qui a suivi, 4 génotypes différents du virus de l'hépatite E, nommés de 1 à 4, et il en existait 4 qui circulaient chez les humains, alors que 2 circulaient uniquement chez les humains, alors qu'on en avait 2 autres, le 3 et le 4, qui circulaient également chez les porcs. Et donc la distribution géographique des génotypes 1 et 2 se faisait donc uniquement en Inde et en Afrique subsaharienne, donc dans les pays en voie de développement, alors que le génotype 3 et 4, on va revenir dessus, circulent dans les zones, dans les pays développés. Alors l'hépatite E, en fait, c'est une cause majeure d'hépatite aiguë dans les pays en voie de développement. Ça représente la première cause ou la deuxième cause majeure d'hépatite E aiguë dans le monde. Mais jusqu'à environ 2006-2016, ça n'a pas été considéré comme un agent qui circulait de façon autochtone, en fait, dans nos pays en voie de développement, dans nos pays développés, pardon. Et en fait, les virus de l'hépatite E étaient considérés comme importés de zones d'hyperendémicité, qui étaient les pays en voie de développement, au décours d'un voyage. Donc, dans les pays en voie de développement, l'hépatite E a causé donc des grandes épidémies, et rétrospectivement, donc, depuis les années 50, il y a eu plusieurs grandes épidémies qui ont impliqué, notamment en Inde, plusieurs dizaines de milliers de cas, et donc plus récemment, en fait, en Afrique subsaharienne, au Soudan et au Darfour précisément, avec plusieurs milliers de cas. Alors, dans les pays développés, l'hépatite E, je vous le disais jusque très récemment, c'était une maladie d'importation contractée au décours d'un voyage. Donc c'est comme ça que c'était présenté dans la littérature, jusqu'en 2006, où finalement il s'est avéré qu'il y avait des patients qui avaient des hépatites inexpliquées, qui s'avéraient être des hépatites E, et qui n'avaient absolument pas voyagé dans ces zones d'hyperendémicité. Et donc ça s'est fait de façon concomitante avec le développement de techniques de PCR qui a permis de passer d'un diagnostic sérologique qui n'était pas bon à un diagnostic par PCR qui a permis de mettre en évidence des cas d'hépatite E chez des gens qui n'avaient absolument pas voyagé. Et donc vous voyez que le nombre, comme sur cet exemple en Angleterre, le nombre de cas autochtones d'hépatite E dans les pays développés, par exemple en Europe, a augmenté de façon considérable, et en partie parce qu'on les détectait par PCR, on les cherchait, alors qu'avant on ne les cherchait pas. Et de façon parallèle, donc la question s'est posée de savoir quelle pourrait être la source de ces infections par le virus de l'hépatite E dans les pays développés, donc, notamment en Europe. Et depuis 1997, on savait qu'il y avait un virus de l'hépatite E qui circulait chez les porcs, qui était chez le type 3, et il s'est avéré que les cas autochtones qui étaient diagnostiqués notamment en Europe étaient des cas d'infection par des virus qui étaient extrêmement similaires à ceux que l'on retrouvait en fait chez les porcs, et donc qui étaient essentiellement le génotype 3 en Europe. Donc vous voyez, en fait, quand on faisait un arbre phylogénétique, on n'arrivait pas à distinguer en fait les virus qui avaient été prélevés d'humains, donc HU pour human, de ceux qui étaient prélevés de porcs, avec SW pour soigner. Alors on avait mené un premier travail ici dans le laboratoire avec Amadou Kaba qui était étudiant en master, et on avait fait le premier travail dans une ferme en France, une ferme porcine, avec Bernard Andalous, de manière à voir quelle était la prévalence de l'infection chez les porcs. Et il s'est avéré, en fait, d'une part, que
environ 2/3 des porcs étaient infectés, ce qui s'est révélé complètement général dans les élevages de porcs, notamment en France, mais également dans d'autres pays en Europe, et que les porcs étaient essentiellement, en fait, la période où ils étaient le plus fréquemment virémiques, c'était à l'âge de 3 mois, hein, et donc à 6 mois, en fait, ils sont conduits à l'abattoir, mais il s'est avéré qu'à l'âge de 6 mois, au moment où ils sont conduits à l'abattoir, et donc où les produits dérivés du porc entrent dans la chaîne alimentaire, il en reste environ 3 à 4%, dont le foie est positif en PCR, et qui est dans 2/3 des cas, le virus de l'hépatite E présent dans le foie est encore infectieux. Et donc dans ce travail, Mamadou Kaza avait également mis en évidence qu'il y avait des clusters de transmission du virus de l'hépatite E. Donc là, c'était la représentation de la ferme porcine. Tous les porcs qui étaient dans le bâtiment du bas, en fait, étaient en contact les uns avec les autres, et tous les porcs qui étaient dans le bâtiment du haut étaient également en contact avec les autres, les uns avec les autres, mais il n'y avait pas de communication entre les deux bâtiments. Donc vous voyez, clairement, il y avait un cluster avec un sous-type viral en haut et un sous-type viral différent en bas. Et donc il est avéré, donc, comme ça a été confirmé et rapporté par d'autres équipes, qu'il y a vraiment une transmission par contact au sein des fermes porcines entre les animaux. Et donc la prévalence, vous voyez les chiffres de prévalence de la LBHE chez les porcs et les foies de porc en Europe est considérable. Donc pour les foies de porc, c'est environ 4 à maximum 10%. Et la prévalence du portage de l'hépatite E chez les porcs domestiques, en fait, est comprise entre 20 et 60-70%. Alors par ailleurs, il y avait des cas plus anecdotiques d'hépatite E qui étaient décrits associés à un contact avec les porcs, et notamment il avait été décrit un cas à Toulon d'hépatite E suite à un contact avec un mini-porc domestique. Et donc on avait décrit un cas d'hépatite E ici pour lequel en fait le seul facteur de risque qui avait été retrouvé, c'était le fait d'avoir fait un training chirurgical. Donc c'était un chirurgien neurologue qui s'entraînait en fait sur des mini-porcs aux techniques de chirurgie, et donc en discutant avec lui, il n'avait pas forcément, il avait pu être en contact avec le sang en fait, du mini-porc sur lequel il s'entraînait. Et donc plus largement, en fait, les professionnels qui sont exposés en fait au porc, ou les chasseurs, donc éventuellement en contact avec du sang de sangliers qui sont également un autre réservoir du virus de l'hépatite E, ont plus fréquemment des anticorps contre le virus de l'hépatite E, et en fait ont un taux d'incidence de l'hépatite E qui est plus important. Alors la question s'est posée bien sûr de savoir si on pouvait être infecté en consommant en fait, des produits dérivés du porc. Et donc ça avait été décrit initialement au Japon, où en fait ils ont une habitude alimentaire qui est notamment de consommer de la viande, tout type de viande, notamment des abats et notamment du porc cru ou très peu cuit. Et donc les premiers cas en fait, de transmission de l'hépatite E par consommation de produits dérivés du porc insuffisamment cuits ou crus avaient été décrits là-bas. Et ici, donc en France, on avait pu mettre en évidence avec René Girolami, qui est pathologue, des cas d'hépatite E qui étaient associés significativement avec la consommation de saucisses à base de foie de porc cru, qui sont les figatelles. Donc les figatelles, c'est des saucisses qui sont faites uniquement à base de foie de porc et qui sont consommées très fréquemment, sans cuisson préalable, y compris lorsqu'ils sont frais. C'était initialement un plat traditionnel corse, et donc il y a un commerce considérable des figatelli, il y a 10 000 tonnes qui sont produites et consommées par an. Et donc à la fois la source avait été identifiée, puisqu'il y avait davantage de gens qui avaient fait de personnes qui avaient des évidences d'hépatite E, soit sérologiques, soit par PCR, parmi ceux qui avaient partagé un même repas à base de figatelli et qui avaient consommé en fait du figatelli. Et par ailleurs, en fait, il y avait en fait sur la base de l'analyse des séquences génétiques des relations, des liens très forts, donc des séquences qui étaient très similaires entre les selles qu'on avait pu retrouver dans les saucisses à base de foie de porc et les patients qui en avaient consommé. Et donc on avait testé 12 figatelli, 7 étaient positifs en PCR, et il y a également une autre saucisse qui est une saucisse de foie de porc consommée sans cuisson préalable fréquemment, c'est à Toulouse, qui décrit également beaucoup de cas d'hépatite E. Et en fait ils ont fait la même étude
sur leur saucisse de foie de porc, et en fait ils en avaient testé 18, et 8 étaient positives en hépatite E. Et donc dans ce travail qui avait été mené en Angleterre par Harry Dalton, il avait de façon intéressante, de façon rétrospective, et dans différents pays essentiellement en Europe, fait un lien entre le fait de consommer en fait, de la viande de porc et le fait d'avoir des maladies en fait, du foie, des hépatites, notamment des hépatites chroniques. Et donc ce lien n'était absolument pas retrouvé avec le fait de consommer par exemple de la viande de bœuf. Et donc il y avait vraiment une association. C'est un argument supplémentaire pour poser la question de l'impact clinique de la consommation de viande de porc. Alors l'hépatite E, par ailleurs, ça a été retrouvé dans des eaux d'égout, éventuellement dans l'eau qui sert à l'irrigation, et donc ça a été décrit récemment sur des fraises qui étaient irriguées avec une eau qui était contaminée par le virus de l'hépatite E. Et puis il y a d'autres sources de l'hépatite E dans les pays développés qui ont été investiguées. Ça a été retrouvé dans des fruits de mer. Il y a eu des épidémies qui ont été décrites, notamment pour l'hépatite de croisière, chez des gens qui avaient consommé des fruits de mer. Et il y a également des cas de transmission transfusionnelle qui ont été décrits. Donc on avait décrit le premier cas en France chez un jeune enfant qui avait reçu de nombreuses transfusions puisqu'il avait, suite à une tumeur rhabdoïde du rein, il avait fait une hépatite et donc on avait cherché différentes étiologies. On avait trouvé le virus de l'hépatite E et on avait pu rétrospectivement tester le don de sang et vérifier que les séquences étaient identiques. Et donc il y a un large travail qui s'est mis en place finalement assez récemment par l'EFS depuis 1 an et demi qui vise à tester largement systématiquement tous les dons de sang, notamment dans la région, mais également en France. Donc on n'a pas encore les résultats définitifs, mais il y a au moins 4 cas ou 5 cas actuellement de transmission transfusionnelle d'hépatite E qui sont investigués. Et donc la prévalence de l'exposition appréciée par la présence d'IgG anti-VHE à ce virus parmi les donneurs de sang en Europe est considérable. Elle était donc, dans les études initiales jusqu'à 20% des donneurs de sang avaient des anticorps contre le virus de l'hépatite E, des IgG. Et vous voyez en fait les résultats en bas qui avaient été obtenus à Toulouse. Donc d'abord 16% dans une première étude avec des anticorps IgG anti-VHE, et puis dans une deuxième étude, 52% des patients avaient des anticorps. En fait, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un test sérologique nouveau, qui s'est avéré beaucoup plus sensible, et donc il faut multiplier par 3 les résultats des séroprévalences IgG qui ont été réalisés avec des tests antérieurs. Et nous, on l'a également vérifié à Marseille, où initialement, chez les donneurs de sang avec Claude Gallion, on avait fait une étude où 8% des patients avaient des IgG anti-VHE, et on l'a refait récemment, et donc environ 30% des patients ont des anticorps de type IgG. Donc ça pose la question de la transmission transfusionnelle, quelle est son ampleur? Et donc dans des études récentes dans d'autres pays européens, il s'avère qu'une proportion pas négligeable des dons de sang en fait sont vérifiés, contiennent du virus de l'hépatite E détecté par PCR, donc 0,7% des poules, et puis environ un don sur 4000 ou un don sur 7000 pour d'autres pays en fait nordiques. Alors en France, donc le CNR, l'activité du CNR qui est partie de 11 cas autochtones rapportés au CNR en 2006 à maintenant environ 500 cas annuellement, en fait a conduit à regarder quels étaient les facteurs de risque au niveau national. Donc il y a beaucoup de cas, la majorité des cas sont autochtones. Il reste encore un grand nombre de cas qui ne sont pas investigués, pour lesquels la source de l'infection n'est pas documentée, mais c'est en partie parce qu'elle n'est pas investiguée. Et donc on retrouve clairement comme facteur de risque des habitudes alimentaires, notamment la consommation de fruits de mer, mais surtout de viande en fait insuffisamment cuite, a fortiori de la viande de porc, et également le fait d'être chasseur, qui est retrouvé de façon récurrente dans les études, qui s'explique probablement par le contact avec du sang. Je suis allé dans une société de chasse voir comment découper le sanglier, il n'y avait pas de dents, et c'est assez saignant. Voilà, donc les facteurs de risque ont été retrouvés dans les différentes études, vous voyez ce que je vous disais, donc le contact avec le fait de chasser, notamment les sangliers, le fait de consommer du gibier, et de consommer de la viande de gibier, et puis donc le contact avec les porcs.
Et donc on a eu une augmentation considérable lors maintenant depuis 2006, hein, des tests réalisés dans le laboratoire. On est passé d'environ 200 tests sérologiques chaque année à environ 2000 tests sérologiques actuellement. Et donc ce sont des données en fait représentant le nombre de sérologies publiées. Alors au niveau mondial, il ne faut pas oublier que l'hépatitose, ça reste un problème qui quand même dans le plus grand nombre de cas cliniques se porte bien sûr encore dans les pays en voie de développement, et donc il a été réévalué récemment qu'il y avait probablement 20 millions de nouveaux cas d'hépatitose chaque année dans le monde, essentiellement dans ces pays en voie de développement, c'est estimé responsable de 3 millions de cas cliniques. Donc en fait, dans 80% des cas environ, les infections sont symptomatiques. Ça génère à peu près 3 millions d'hépatites aiguës, 70 000 morts, et en fait, on a notamment des morts en fait, chez les femmes enceintes dans les pays en voie de développement. Et donc, vous voyez, dans cette étude qui avait été réalisée au Darfour, il y avait 253 cas d'hépatite E, et donc il y avait 61 décès, et donc incluant en fait essentiellement des femmes enceintes, chez lesquelles on avait, chez 45 cas mortels, pardon, il y avait 19 femmes enceintes, pour des raisons qui ne sont pas encore complètement élucidées. Donc par ailleurs, c'est un certain poids clinique, même si finalement l'incidence n'est pas, d'une part, elle n'est pas extrêmement évaluée, mais l'incidence n'est quand même pas considérable par rapport à d'autres infections comme le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, pour rester sur les virus d'hépatite. On a quand même un taux de mortalité dans les infections symptomatiques, dans différentes séries, d'environ 10%. Alors, cette mortalité qu'il y a à l'hépatite B dans les pays développés, elle s'est portée essentiellement chez des gens qui avaient des hépatopathies sous-jacentes, et donc qui étaient généralement âgés, qui avaient des hépatites chroniques, notamment des cirrhoses, des cirrhoses alcooliques, et donc ça a été vraiment le terrain sur lequel les hépatiteuses se sont révélées en fait mortelles, fatales, dans les pays développés comme en France. Et ceci dit, il peut exister quand même des vraies hépatites fulminantes où le patient en fait il évolue très rapidement vers une hépatite aiguë extrêmement sévère qui peut entraîner le décès. Donc c'est Sarah là, qui avait repris ces 4 cas. On avait eu à peu près un décès par an de l'hépatite sur la période récente, enfin en pratique entre 2006 et 2010. Et donc dans 2 cas, en fait, le patient a vraiment fait une hépatite fulminante. Il était arrivé, il a été mis sur liste de grève, il n'avait pas été retrouvé de facteurs de risque de prédisposant a priori à une évolution fatale. Donc c'était des sujets jeunes qui manifestement n'avaient pas d'hépatopathie sous-jacente et qui avaient fait une vraie hépatite fulminante qui était fatale. Donc il y a eu 3 cas mortels dont un avait été transplanté. Alors l'autre élément qui a émergé aussi lors de ces 6 dernières années concernant l'hépatite E, c'est le fait que l'hépatite E puisse se chroniciser. Donc après avoir appris que l'hépatite E était majoritairement autochtone en France, il a également été observé que l'hépatite E pouvait devenir chronique, ce qui n'est absolument pas connu auparavant. Alors la chronicité se manifeste en cas d'hépatite E survenant chez des gens qui sont très immunodéprimés, notamment des transplantés rénaux ou hépatiques. Et donc dans ces cas-là, en cas d'infection par le virus de l'hépatite E, on peut avoir jusqu'à 50% de passage, voire 80% en fait, de passage à la chronicité. Et donc ça avait été décrit initialement à Toulouse, et on a vu de façon concomitante des cas ici avec Valérie Moelle et René Gérolami, chez des transplantés rénaux, et on avait par ailleurs objectivé une évolution extrêmement rapide. Donc d'une part, on avait objectivé une hépatite chronique chez un patient transplanté rénal suite à l'infection, et par ailleurs, l'hépatite chronique avait évolué de façon extrêmement rapide vers la cirrhose en à peu près 2 ans. Et donc pour lequel il n'y avait pas d'autres causes qui pouvaient expliquer la cirrhose, en tout cas de cause connue. Et donc ça s'est révélé également vrai, ça a été décrit également par d'autres équipes, l'hépatite E peut donner une évolution extrêmement rapide au stade chronique chez les patients immunodéprimés. Et donc là on a le premier cas d'évolution vers la cirrhose. Donc l'hépatite E chronique a également été décrite chez des patients qui avaient d'autres immunodépressions sévères, notamment des patients qui avaient des hémopathies. Et puis on avait décrit premier cas d'hépatite E chronique chez un patient HIV, et donc la majorité des cas chroniques d'hépatite E chez les patients HIV surviennent chez des patients qui ont moins de 200 CD4, ce qui fait sens. Donc il y avait également un cas qui avait été décrit en Angleterre au même moment chez un patient HIV.
Donc l'hépatite E chronique, ça signifie que le virus n'est pas éliminé, on a une PCR positive plus de 6 mois, et avec une hépatite, une augmentation des ALAT qui perdure plus de 6 mois également. Et vous voyez, ce patient, de façon très rapide, il avait évolué également vers la cirrhose en 2 ans d'infection. Un autre point extrêmement curieux qui avait émergé, c'était sur le plan clinique, c'était l'association entre des troubles neurologiques et puis l'hépatite E. Et donc ça a été décrit encore plus récemment à partir de 2011. Et donc ça a été décrit par l'équipe de Toulouse en collaboration avec l'équipe anglaise d'Harry Dalton. Et donc on avait une interne, alors d'experts ici décrit également les deux cas. Donc des hépatites E aiguës associées à des troubles neurologiques, notamment des syndromes de type Guillain-Barré, mais également d'autres troubles neurologiques divers et variés. Alors, donc pour finir, donc la prise en charge de ces hépatites E, donc il y a un vaccin qui a été développé en Chine et qui est disponible, qui est vendu, commercialisé en Chine, mais qui n'est pas commercialisé en dehors de la Chine actuellement. En fait, il y a 2 vaccins qui ont été développés. Donc, ce sont des vaccins qui sont recombinants, qui fonctionnent extrêmement bien. Même s'il y a 4 génotypes du virus de l'hépatite E, en fait, c'est comme pour l'hépatite A, il y a un seul sérotype, donc une infection avec un virus, quel qu'il soit, protège contre l'ensemble des virus de l'hépatite E dans le monde. Alors la question se pose bien sûr de l'utilisation de ce vaccin, notamment chez des gens qui sont particulièrement à risque, soit de faire des infections sévères, mortelles, soit de faire des infections chroniques. Mais de façon concomitante, il a également été observé des résultats d'efficacité extrêmement importante de traitements antiviraux. Alors, comme d'habitude, ce qui a été utilisé initialement, c'était l'interféron, qui marche correctement, mais qui n'est pas utilisable, qui est difficile à manipuler, notamment chez les patients immunodéprimés. Et donc la ribavirine, qui est également un médicament qui est souvent utilisé en première ligne quand on teste l'efficacité d'un médicament, enfin quand on cherche un traitement pour une nouvelle infection virale. Et donc la ribavirine arrive à guérir la grande majorité des patients. Donc, plus de 90% des patients sont guéris actuellement par traitement par la ribavirine. Et c'est également le cas des patients transplantés rénaux ou hépatiques ou des patients HIV. Alors, pour résumer, donc, pour discuter la raison pour laquelle finalement on s'est retrouvé face à une infection émergente, vous voyez qu'on a eu un nombre de cas croissant, donc on a déjà dit que l'impact de la PCR, la mise en place de la PCR était capable de diagnostiquer en fait précisément l'infection était un élément extrêmement important. Donc quand on a un phénomène émergent, soit en fait c'est une augmentation réelle du nombre des infections, soit en fait ça peut être l'amélioration des outils diagnostiques, et là clairement la PCR et les tests sérologiques ont été considérablement améliorés. Et troisièmement, ça peut être lié à une attention accrue portée par les cliniciens, et donc ça a été le cas également pour le virus de l'hépatite E. Alors, 3 exemples. Donc, on a quand même éventuellement des phénomènes émergents qui se produisent. On a, avec Yanis Bouamra, dans le laboratoire, décrit les premiers cas d'infection par le virus de l'hépatite E de génotype 4 qui avait émergé pendant la décennie précédente en Chine, donc dans les cas d'hépatite E objectivés en Chine. Et en fait, donc, il y a environ une vingtaine de cas qui ont été décrits récemment d'infection par un virus de l'hépatite E de génotype 4. Et en fait, aussi bien les cas décrits dans l'est de la France que dans le sud de la France, donc chez nous, et également chez un port en Belgique, sont extrêmement similaires les uns par rapport aux autres. Donc ils clusterisent complètement lorsqu'on fait une analyse phylogénétique, ce qui faisait discuter en fait l'importation possible de viande en fait, de porc chinoise en Europe et notamment en France. Alors, je vous l'ai dit, il y a eu une attention clairement accrue portée par les cliniciens vis-à-vis du virus de l'hépatite E. Je vous l'ai dit, on a multiplié par 10 le nombre de tests réalisés. Et puis, rétrospectivement, les cliniciens, dans différentes séries, ont repris des cas attribués à une toxicité médicamenteuse d'hépatite et sont aperçus que dans environ 3 à 13% des cas, et bien, en fait, les cas attribués à une toxicité d'un médicament étaient en fait des hépatites. Et puis, donc, il y a tout l'aspect diagnostique avec un élément extrêmement important qui a été ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la sensibilisation des tests de détection des IgG pour l'hépatite E, qui a conduit à réévaluer complètement la prévalence, donc l'incidence de l'infection par virus de l'hépatite E.
Voilà, donc c'est vraiment une répartition mondiale pour l'infection VHE dans le monde, avec une épidémiologie à deux visages, ce qui se passe dans les pays en voie de développement, avec une cause majeure d'hépatite, et puis ce qu'on voit dans les pays en voie de développement, dans les pays développés, notamment en Europe et en France, avec un changement de paradigme sur l'hépatite E, donc c'est une maladie essentiellement autochtone, qui peut se chroniciser, et donc qui est devenu, dans certains contextes, comme en transplantation, un problème clinique, et qui est arrangé maintenant aux côtés des autres virus d'hépatite, les virus d'hépatite A, B et C, et l'agent delta éventuellement, comme cause en fait à explorer devant toute augmentation des actes.